Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est ton choix. Ouais, on y va cette semaine avec l'album Strange Days de The Doors, notre plus vieux pick so far. 1967. Exact, on n'avait aucun album dans les années 60. Fait que je casse la glace avec ça. Ouais, vas-y. Puis pour l'époque, c'est quand même... ils ont poussé la note. Là. C'est pas pour rien que ce band-là est resté légendaire dans le temps. Là, comme ils vont technologiquement au plus loin qu'ils peuvent pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur époque. Ouais, c'est vrai. Il y a l'aspect technologique, t'as raison. Puis particulièrement sur certains points, spécifiquement sur cet album-là. Mais aussi au niveau de la composition, puis d'assumer la musique psychédélique là, à fond. Là. Pas juste comme, oh, c'est une petite tune expérimentale. Là, on s'assume comme band psychédélique. Ça, c'est leur deuxième, après leur gros succès de Doors de The Doors. Ouais, l'album éponyme. C'est fou parce que cet album-là, il sort 8 mois après le premier, quand même. Hein? Ça les a peut-être nuits, hein, ça? T'as-tu entendu parler un peu J'ai de ça? entendu dire Il y a que du monde les qui disent attentes... que ça les a peut-être nuits. Ça se peut, parce que les attentes étaient très, très, très élevées, je pense. Puis aussi le fait que quand c'est sorti, leur premier album était encore populaire. Sûrement, parce que... Donc, ils n'ont pas laissé le temps que ça baisse avant de repartir. Ça se peut. Donc, dans les Billboard, il est encore très populaire. Donc, c'est ça, on dirait qu'ils se sont nus à eux-mêmes, ouais. dans le fond. Là. Oui, parce que j'avais lu que il avait vraiment pogné de quoi là, en faisant Strange Days. Puis il sentait vraiment là, que ça allait être une bombe totale. Puis finalement, ben, ça reste un classique incontournable. Mais ça n'a pas eu l'impact à cette époque-là que eux pensaient. Là, puis leurs ambitions étaient très élevées. Ouais, ils sont quand même rendus 3e au Billboard. Ouais, c'est ça. Mais si on parle des autres albums de The Doors, avec Morrison comme chanteur, c'est leur moins populaire. Oh, ouais, de vrai? Ouais. De toute la stretch de Morrison. Wow! Ouais. Je suis surpris quand même. Ils ont vendu 1 million US puis 100 000 au Canada, comparativement au premier qui a vendu 4 millions US, au 4 fois moins populaire. Wow, c'est surprenant. Je suis surpris d'entendre ça. C'est pour ça que je t'avais dit que c'était un choix un peu outside, là. Uh-huh. Mais là, je t'avais pas expliqué pourquoi. Puis... Ben c'est sûr que, tu sais, mettons, le choix obvious, c'est le premier, je pense. Puis après ça, c'était ça serait... Woman. Elle est Woman, je dirais. Mais moi, mes prefs, là, c'est Strange Days puis Waiting for the Sun. Je pense que c'est les deux albums qui m'ont comme touché le plus. Mais j'aime toute la discographie, là, au complet, là. Bon, avec Morrison, il y en a combien, tu sais-tu? Est-ce qu'elle va t'en souvenir? 1, 2, 3, 4, 5... 5 ou 6. Ben, parce que là aussi, il a fait un album de poésie posthume. Là. En fait, Morrison avait enregistré des poèmes, puis les Doors, par après, ont créé de la musique. Fait que je sais pas si lui, on le compte. Mais, attends, je me lance, mais je veux pas me tromper. Là. The Doors, Strange Days. Là, je te regarde, puis je pourrais même pas dire si t'as raison ou pas. Je pense que c'est Waiting for the Sun, Morrison Hotel, Soft Parade, LA Woman. 6. J'y vais de même, là, mais... C'est quand même énorme en le peu de temps. Oui, parce que c'est quoi... c'est comme les Beatles, là, ils ont roulé en sacrement. Là, ouais. Ben, tu sais, c'est une carrière encore plus courte, là, puis genre qu'on écoute encore aujourd'hui, c'est fou, là. Moi, c'est, tu sais, mettons, on me demande c'est quoi mes groupes préférés de tous les temps. The Doors est pas mal sûr qu'il est dans le top 5. Ah non, moi, il est pas là pantoute, mais je comprends, par exemple. C'est un band, j'y suis toujours revenu. Puis, tu sais, souvent, des fois, j'allais un peu plus dans d'autres styles de musique, tu sais. Puis là, à un moment donné, je sortais ma cassette ou mon CD de The Doors. Puis à chaque fois, j'étais comme, ah, c'est-tu que c'est bon. Genre, j'y reviens tout le temps. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, j'aime ça un band que quand tu le pars, tu sais que c'est ce band-là tout de suite. T'sais. Ah, ça, ben ça, ils font partie de ça, tu sais. Définitivement, là. Ils sont un son unique, là. Vraiment, vraiment. Puis pas full copié, là. Tu sais, il n'y a rien zéro. qui vient... non. Surtout dans l'époque qui était, là. C'était comme tout du nouveau. Ben, tu sais, comme on disait à la fin du dernier épisode, c'était comme... C'était une époque que tout le monde s'inspirait entre eux organiquement, là. Tu sais, c'était rien de comme précis. Donc, ouais, ils fit dans l'époque, mais en même temps, ils ont vraiment leur son à eux, là. Ouais. Sûrement aussi leur formation, tu sais, qui est quand même...
qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Là. Un keyboardiste qui fait la bass d'une main puis qui joue genre C'est de ça, mais là, honnêtement, là, comme genre, il y a 2 chansons que la bass est vraiment mis de l'avant, puis je savais même pas c'est qui jouait. Ben, ils ont engagé pour cet album-là, il y a un bassiste Ouais, engagé. c'est ça, parce que là, justement, je me demandais si c'était vraiment lui ou pas, mais ouais, ok, Je pense, tu sais, j'ai vu son live, nom. je Ouais. pense qu'il s'arrangeait sans bassiste, mais en studio, là, il mettait une Mais vraie c'est quoi bass. tu disais, le clavieriste qui joue de la bass? Ouais, ben c'est ça, il joue, ben comme souvent, d'une main, il va faire une ligne de bass. Ah, les notes graves, ok. Ouais, okay, sur un keyboard, puis de l'autre main, ben là, il va faire plus les sons d'orgue. Ouais, ça, j'ai remarqué ça sur une ou 2 chansons. Ouais, fait que c'est ça, puis live, c'était souvent cette formule-là, là. Fait que dans le fond, Ray Manzarek, ben il faisait, c'est ça, il avait le rôle de keyboardiste et bassiste un peu à la fois, là. Mais en studio, il mettait le paquet, là, il engageait un vrai bassiste. Les singles, cet album-là. Ouais. People Are Strange, puis Love Me Two Times. Ouais. Il y a beaucoup de grosses tunes, là, cet album-là, tu sais, puis d'autres tunes qui sont pas des singles, mais qui sont Il y en a des classiques. 4, on pourrait dire... Ben, dans les tunes classiques de Doors, Strange Days, qui rentrent aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a 4 au total qui, je pense, sont très, 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 très populaires. Ouais. En haut de 100 millions d'écoutes. Là. Ouais, qui se ramasseraient... Ouais, c'est ça, exact. Ouais, t'as raison. Ouais, vas-y. Ouais, ben, juste, on parlait du bassiste. C'est Doug Luban, le bassiste qui a été engagé. Il joue sur toutes les pièces de l'album. Il y avait 3 chansons. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Unhappy Girl, Horse Latitude. Ça, c'est pas une grande surprise qu'il n'y avait pas de bass dans ce truc-là. Puis, étrangement, When the Music's Over, s'il n'y a pas de bassiste. Bon, là, c'est ça. S'il dit qu'il ne joue pas dedans, ça veut-tu dire qu'il n'y a pas de bass automatique ou ça veut juste dire que c'est pas lui? Je pense qu'il n'y a pas de bass. Okay. Ça veut dire qu'on entend Ray Manzarek faire la bass de sa main gauche. Ça, puis on disait que c'était enregistré, pas que c'était enregistré, que c'était sorti 8 mois après l'autre. Là. Ouais. Ça a été enregistré durant l'été. Ça a sorti genre en automne, je me trompe pas, puis en septembre, je pense. OK. Puis ça a été enregistré de mai à août, genre durant un tour break à Hollywood. Ça niaise pas, hein? Mais aussi, après ça, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs chansons sur cet album-là qui étaient des chansons qui existaient déjà, là, qui avaient composé au début du groupe en 1965. Puis qui n'avaient pas fait... Certaines qui n'avaient pas fait la Moonlight cote. Drive fait partie de ça. Ouais, exact. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, il y a comme une scène assez classique de ce film-là. C'est Ray Manzarek avec Jim Morrison qui sont à Venice Beach. Puis là, Ray Manzarek qui s'intéresse un peu à Morrison, qui fait de la poésie. Puis là, il dit « Ah ouais, tu fais de la poésie, c'est cool. » Puis il dit « Ouais, mais c'est des chansons aussi. » Puis là, il est comme « Yo, ben peux-tu m'en chanter une? » Puis ce qu'il chante, c'est le premier verse de Moonlight Drive. Fait que c'est comme une scène assez mythique de ce film-là. Là. Puis ça se ferait passer de même, ça a de l'air pour de vrai. Ouais, c'est ça que j'ai lu moi aussi. Ouais. T'as-tu d'autres choses, toi? Moi, on dirait que ça a pas mal rappé déjà. Ouais, c'est ça. On peut peut-être juste parler de la pochette qui est quand même vraiment cool, là, je trouve. Là. Puis fit avec l'album aussi. Ouais, il y a comme une petite affaire de cirque éclaté, marginal, psychédélique. Tu sais, tout ça est comme résumé un peu dans cette... On dirait que ça a été pris sur la même rue que l'album de David Bowie. Ah, celui qu'on avait Spider fait. from Mars. Ziggy Stardust. Mais ça, je pense que c'est en Angleterre, là, avec le... c'est vrai, ça, c'était à Los Angeles. Le Key West, là, genre. Mais ça, la photo est prise à New York. Okay. Ouais, en fait, c'est des street performers de New York. Puis la photo a été prise par Joel Brodsky, qui est un photographe qui est quand même très marquant là, dans l'histoire du rock. Ça, je savais pas jusqu'à tout récemment. Il a fait plusieurs pochettes pour The Doors, dont l'album éponyme, celui-là, puis il a fait aussi la pochette de Soft Parade. Mais il a travaillé aussi avec les Stooges, MC5, Van Morrison. MC5 que je t'ai fait découvrir récemment. Oui, ben je connaissais MC5, mais je savais pas à quel point il était proto-punk à ce point-là. Ça, je savais pas du tout. Puis, le même photographe a fait la fameuse pochette de Maggot Brain de Funkadelics. C'est quand même... Genre l'afro, la fille avec l'afro. Exact. Fait que c'est le même dude. C'est quand même fascinant, ça. Je savais pas du tout. Fait que... ouais. Ben, moi, je suis prêt pour qu'on se lance dans... Allons-y. Let's go. J'ai pas de note de Pitchfork à ces années-là. En 67, Pitchfork, il n'y a pas grand-chose à dire. Cool. Fait que c'est un album de 10 tunes. Fait que top 10. Ouais, on va voir si on va avoir la même dernière. Ouais, ça se pourrait parce que... Vas-tu aller là? Ouais. OK. Ouais, parce que
Ouais, ben j'y vais. C'est moi qui commence, hein? Ouais. Fait que, ben, Horse Latitudes. Ouais, moi aussi, j'étais allé avec le safe choice. Là. Ouais. Puis c'est pas que tu sais, c'est extrêmement réussi, là, comme pièce musicale. Si l'album avait été un peu moins bon, peut-être que je l'aurais mis plus haut. C'est ça, je suis 100% d'accord, ouais. Parce qu'il y a quand même de quoi. Là. C'est vraiment... Oui, vraiment. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que le propos de la chanson est insupportable. Là. Tu sais, la pièce est vraiment dure d'écoute. Puis c'est pas juste ça, c'est que l'histoire qu'il raconte, c'est de l'horreur, là, dans le fond. Fait qu'en plus d'être dur d'écoute, ça te fait pas filer bien, là, mais ça donne clairement du caractère à l'album. Puis ça, j'aime ça quand même, ce genre de pièce-là un peu comme Dark Side of the Moon, là, On the Run, là, tu fais comme OK, ouais, vous êtes pas là pour faire des amis, là, vous faites ce que vous avez très à faire. théâtral, genre musique de film pratiquement. Là. Oui, beaucoup d'effets sonores, beaucoup d'expérimentation. Ouais, ça parlait même d'influence de musique concrète, là, électroacoustique, puis tout ça. Fait qu'on est là-dedans. Mais ça concorde aussi avec les époques, là, il y avait beaucoup d'expérimentation dans une sphère un peu plus intellectuelle en musique, puis tu vois que The Doors sont aware de ça. C'est vrai que c'était inspiré de Sgt. Pepper, Lonely Heart Club Band. Ah oui, ben c'est ça, comme tu disais tantôt, les bands s'influençaient un peu entre eux, là. C'est une espèce de vent au début là, qui part ça. Là, mais genre, je sais que c'est plus comme sur un bateau pis tout, mais ça faisait très genre vent glacial, je trouvais. Ah, On dirait que le vent, on dirait qu'il faisait -20. Là. Ben, parce que l'histoire est à glacer le sang aussi. Fait qu'il y a peut-être c'est pas très chaleureux, là. En gros, moi, ce que j'ai compris de Horse Latitudes au niveau des paroles, parce que c'est du spoken words poetry là, tout le long. Là. C'est Jim Morrison qui raconte, qui parle, qui parle, mais qui incarne l'histoire. Sa voix est vraiment charismatique, puis même troublante, autant que l'histoire qu'il raconte, là. Fait que Horse Latitude, ça ferait référence à une région océanique précise. Puis l'histoire, c'est qu'au 18e siècle, les marins qui traversaient cette zone-là, afin de pouvoir arriver à leur objectif, devaient comme alléger un peu leur cargaison, notamment des chevaux. Puis ils lançaient les chevaux par-dessus bord pour conserver de la nourriture, puis de l'eau, puis tout ça. Fait que c'est vraiment effrayant, là. Puis les paroles font vraiment référence à ça. Fait que c'est pour ça que c'est très réussi, mais on n'a pas le goût de l'écouter aussi souvent que Like My Fire, tu sais. Qui est pas sur cet album-là, par contre. Ouais, puis la musique accompagne parfaitement le propos, puis la manière qu'il performe. Genre aussi, il y a des bruits de fouet, genre, à un moment donné. Ouais. Et genre, ça fait très western aussi. C'est très tendu comme ambiance. Puis je trouve qu'il performe un peu. On a les images de cirque sur la pochette. Ouais. Je trouve qu'il performe comme un peu quelqu'un qui accueille dans les cirques. Tu sais, des fois, on voit les vieux cirques des années début début du 20e siècle. Là. Genre dans les villages, puis bienvenue tout le monde, rentrez ici. Genre, les cirques nomades, là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Là, mais je trouve qu'il performe un peu de cette manière-là. Genre. Ouais. Oui, comme la manière qu'il raconte son histoire. Dans l'inspiration du band, Overall, le cirque, là, ça revient. Là. Les cabarets, le cirque. Les trucs un peu dark, mystérieux. Ouais. Freak show un peu. Genre, tout ça, ça fait partie de l'esthétique des Doors. Là. Ça a l'air que ce serait un de ses premiers poèmes, justement, qu'il a écrit. Ouais, puis il disait que c'était... Je pense que c'est Manzarek qui disait ça, si je me trompe pas, qui était surpris, là, puis qui avait composé ça, Jim Morrison, peut-être à l'âge de 15 ans. Puis il était comme « Wow, t'as composé ça à si bas âge, tu sais. » Le talent était là, vraiment. Puis à la fin, les membres qui crient, là, puis tout le chaos. Le final, il y a quelque chose. Puis genre, il essaie des affaires comme genre, frapper des coconuts ensemble, des shit de même, pour genre, créer... lancer des bouteilles dans une poubelle, genre, pour faire des expérimentations de son, puis tout. Ben c'est ça, quand on parlait tantôt, c'est innovateur au niveau de la composition, mais aussi au niveau de l'expérimentation sonore, là. Fait que là, avec cette pièce-là, on est clairement là-dedans. Ouais, puis je pense que, comparativement à l'autre album d'avant, ils ont mis le paquet côté production. Genre, ils ont eu accès à des meilleurs tape recorders. Pis tout. Ouais, des consoles qui avaient plus de pistes aussi. Fait que ça leur laissait plus de place, en fait, pour réaliser les tunes. De latitude. De latitude. Horse Latitude. Nice, bon, écoute, on part ensemble. Peut-être que déjà, on a là notre chemin en commun va se quitter à la prochaine. C'était pas facile parce que c'est un album que moi je trouve on excellent. se disait qu'on a peut-être le même top 3, mais le reste, on n'a aucune idée. Ouais, c'est ça. Fait que
Ouais, moi, c'est un peu à ça que je m'attends, je te dirais. Fait que 9, c'est vraiment... Puis tantôt, tu sais, on écoutait l'album avant d'enregistrer le podcast, puis tu sais, t'as soulevé des points vraiment intéressants sur cette pièce-là, là, qui est My Eyes Have Seen You, qui fait partie de ça, tu sais, sur l'album, il y a quelques pièces qui datent de très, très, très longtemps. Ben, très, très, très longtemps, mais mettons 2 ans avant la sortie de l'album. Fait que ça, c'est une des premières pièces du groupe en 1965 qui a été composée, mais elle avait comme pas fait la cote sur le premier, puis elle était là. Puis finalement, ils l'ont faite pour le deuxième, qui est une pièce vraiment assez rock là, comparativement aux autres sur l'album. Puis même si tu disais ça, puis c'était vraiment intéressant, là, sa voix criarde à la fin, puis le son qui peut être un peu proto-punk, là, un petit peu à la Stooges, en 67, Stooges en 68. C'est comme s'il y avait ça aussi dans l'air. Puis aussi, je t'avais dit, je trouvais que sa voix fitrait dans un groupe grunge. Oui. Puis c'est vrai, tu sais, c'est vrai, ça peut faire Eddie Vedder un petit peu, tu sais. Ou tu sais, il y avait un band, je sais pas si tu viens de ça, de Tea Party, ça te dit de quoi? Puis lui, il y avait vraiment... Ben, il y avait... Montréalais, ça? Ouais, oui, je pense que c'est Montréal. C'est assurément canadien. Puis le chanteur, il ressemblait à Jim Morrison, puis il avait une voix à la Jim Morrison. La musique faisait un peu plus Led Y a-tu Zeppelin. une carrière solo? Je pense que ça se pourrait aussi très bien. Je cherche son nom, vite dit dans ma tête, et ça vient pas. C'est-tu David Usher? Non, ça, c'est Non. Moist. Ok, Ouais, Moist. Ok. Moist. Ah, ben, les mêmes trompé. années. C'est les mêmes années, là. Mais The Tea Party, c'est bon, c'est vraiment bon, The Tea Party. Là. Des fois, si tu écoutes Chaume, tu peux tomber sur une tune. Il doit avoir des quotas canadiens à respecter. Fait que The Tea Party, il joue un peu plus régulièrement que ça devrait, mais moi, j'aime bien ça, surtout les premiers albums, c'est bon. Donc, ben c'est ça pour My Eyes Have Seen You. C'est une tune un peu basée sur un riff, comme une bonne tune rock. L'intro est bonne, ça commence à la bass, le keyboard s'ajoute, puis là, la guitare vient se rajouter, mais fait quelque chose d'un peu différent. C'est vraiment bon, là. Écoute, c'est ça un bon album, là. Fait que toi, ton numéro 9. Moi, ça va être l'autre d'après. Ça va être I Can See Your Face in My Mind. OK, ouais. Peut-être une des... Si on suit Horse Latitude, c'est peut-être une des plus dark aussi. Des instruments un peu plus particuliers de type xylophone. Là. C'est un marimba, je me trompe marimba, pas. exact. Même, je trouvais que ça faisait un peu beat hawaïen. Ben, le marimba peut, on dirait, nous amener un petit peu dans ces couleurs-là. Là. Puis il y a 2 chansons dans l'album qui ont une espèce d'effet reculon. Là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Ouais. On dirait qu'ils ont... En tout cas, vous allez Ça comprendre. C'est encore un si peu vous l'écoutez. d'expérimentation au niveau du son. Là. Puis aussi, je trouve ça intéressant que celle-là soit une des plus dark puis calme juste avant When the Music's Over, qui est la dernière. Ouais. Je trouve que ça fait bien, genre ça calme le truc après pour partir dans l'autre zone. Dans la grande finale. Puis I Can See Your Face in My Mind, ça peut faire partie d'une maladie, je sais pas si on pourrait appeler ça une maladie, mais comme un concept, ça s'appellerait l'aphantasia, donc que tu peux pas voir de visage dans ta tête, tu peux pas imaginer le visage. Ah, une condition. Ouais, exact. Puis, mais un truc que j'ai pas compris dans les paroles, il dit Don't you cry, baby. Non, don't you cry, baby, please don't cry, and don't look at me with your eyes. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ouais, j'avoue que Jim Morrison, il y a des bouts, des fois je le suis pas. Ouais, ok, parlant de ça, à ma job, j'ai parlé qu'on allait faire un album de Doors, puis il y a un gars qui a dit que il trippe pas sur Morrison parce que justement il se prend trop au sérieux dans ses poèmes, puis il pense que c'est un grand auteur, mais que finalement c'est pas si fou que ça. Là. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Je sais qu'il y avait, un moment donné, il y avait une réputation. Ben, ouais, certains critiques du rock, ils embarquaient plus dans le personnage. Puis à la fin aussi, il devenait, je pense, selon le film, mettons, là, il devenait un peu une caricature de lui-même aussi. Ben c'est toujours le piège d'être un bon showman. Là, on en parlait un peu avec Joy Division aussi. Là, les gens s'attendent à ce que... Faut pas te prendre trop sérieux jusqu'à une certaine limite. Là. Ouais. Puis c'est ça, ouais, c'est dur à dire. Là. Mais je sais pas si c'est à quel point il se prenait au sérieux ou si ça, il était tellement populaire puis tellement il y avait tellement d'attentes. Mais moi, je l'aime. Moi, j'embarque. Non, mais là, ça, je parle peut-être pas à bonne personne pour ça. Là, Puis aussi, la chanson, il dit I can't seem to find the right lie. Sur moi, cette phrase-là pourrait peut-être m'amener à une autre direction de la chanson, qu'il fait assemblant qu'il peut pas voir la face de la personne dans sa tête. Fait que ce serait pas il dit Don't look at me with your eyes, puisque si elle fait ça, il va l'avoir dans sa tête.
Donc là, il dit... c'est ça. Bon, il y a plusieurs... Peut-être qu'il y a plusieurs meanings, là. Je sais pas, c'est pas clair. Ben, c'est ça, un bon poète, hein? Ça permet de C'est- plusieurs on interprétations. Yes! Cool. Fait que moi, mon numéro 8, c'est... On y va avec Unhappy Girl. Qui est très, très, très 60s psychédélique. Là. Il y aura une vibe. On est comme en plein là-dedans. Là. Un petit peu... c'est ça, tu sais, contrairement un petit peu à My Eyes Have Seen You, qui s'en allait vers quelque chose un peu plus précurseur du punk. Là, Unhappy Girl, on est vraiment dans du gros 60s. On fait de l'acide et puis des signes de peace. Ouais, il y a encore l'espèce d'effet de reculon, cette chanson-là. Oui, mais c'est ça. Poussé encore plus loin. Exactement, dans l'intro particulièrement, là, il y a comme un effet reverse qui est appliqué sur le son de keyboard dans le but de, c'est ça, créer comme des nouveaux sons, là, des choses qu'on n'a pas entendues. Là. C'est pas un piano, c'est pas un Rhodes, c'est comme qu'est-ce que c'est. Créer un peu de mystère là-dedans. Ça l'aide aussi vraiment à enforcer le statement psychédélique. Puis, il y a des petits hand claps aussi qui font très 60s. Puis en gros, c'est ça, Unhappy Girl, c'est l'histoire d'une fille malheureuse, mais qui est peut-être dans une condition qu'elle a créé elle-même son malheur, puis qu'elle a de la misère à s'en sortir. Tu sais, You are locked in a prison of your own device, qui chante, qui répète souvent. Fait que, c'est ça, très très bonne track. 8, ça va être la même que tu as nommé il n'y a pas si longtemps, My Eyes Have Seen You. OK. La progression de la chanson et la composition, tu l'as pas mal bien résumé. À un moment donné, il y a un petit solo qui apparaît, puis ça retourne à la mélodie du début, là. Mais sinon, t'as pas mal tout dit. Puis par rapport au texte, ça semble un peu plus sexuel comme texte. Il dit Show me some more, ça pourrait peut-être relier aussi. Après ça, il dit Move upstairs dans le deuxième verse. Puis à un moment donné, il répète Television Skies. Ouais. Puis pour le fun, parce que j'étais curieux de savoir, la télévision en 67, c'était quoi, genre, dans l'histoire. Puis c'est l'année que la télé couleur est arrivée. En 67? Ouais, ça a peut-être un lien, justement, que vu que c'était très dans l'actualité, peut-être qu'ils ont mis ça dans leur texte. T'sais. Ouais, hey, c'est fou, hein, tu sais, se ramener à cette époque-là, c'est incroyable. Puis à la fin, il répète Endless Roll, genre, sans arrêt, puis ça, j'ai pas compris. Tu sais-tu, toi? Endless Roll, je sais pas. De vite de même. Non, je le saurais pas à soir. Non, ça sera pas à soir que ça va se décider tout ça, mais faites vos recherches. Numéro 7, on en parlait un petit peu là, dans l'intro, c'est Moonlight Drive, qui est quand même, c'est ça, étant un peu comme une des premières chansons écrites par Morrison, puis l'histoire de la plage qui est un peu mythique à cause de tout ça. Mais on sent quand même aussi que c'est une early composition, là, tu sais, leur talent s'est raffiné. Il y a pas une autre raffiné chanson qui a le temps. Moonlight dans le titre ou qui répète souvent Moonlight. De The Doors Ouais. ou de... Ouais, The Doors. Moonlight? Il y a pas une chanson genre dans un cabaret, genre à Berlin ou je sais pas trop. Ben, y a-tu Moonlight Whisky, là-dedans? quelque chose. Oui, c'est ça. Bring me to the next whiskey Ouais, bar. Whisky Bar. Oh, don't ask why. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un cover de... Puis j'ai des notes là-dessus, justement, de Kurt Weill, qui était un compositeur allemand entre les guerres. Puis c'est là que vient beaucoup là, la musique de cabaret, puis tout ça. Lui, il prenait ça, mais il mettait ça dans un contexte plus musique classique, avec Bertolt Brecht qui faisait les livrets, puis tout ça. Fait que The Doors sont très influencés par ça. Puis c'est un extrait d'un opéra qui s'appelle Mahagony, cette pièce-là. Puis The Doors l'ont refaite, je pense que c'est sur le premier album, si je me trompe pas. Okay, parce que me semblait qu'il y avait genre Moonlight justement dans cette chanson-là. C'est peut-être des souvenirs vraiment obscurs et bizarres là, que j'ai en ce moment. Mais, ouais. Mais oui, ben, je sais quelle chanson tu parles. Là. C'est une très, très, très bon cover. Là. Puis, c'est ça. Fait que Moonlight Drive, c'est ça, je pense. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont essayé de la faire pour le premier album, mais ils la trouvaient comme un peu... Il manquait de quoi, là, tu sais. Il était comme... Ouah. Puis finalement, je pense que c'est Robbie Krieger, le guitariste, qui s'est mis à jouer un peu un genre de slide guitar par-dessus. Puis là, ça a rajouté un petit peu de folie puis de psychédélisme à la composition qui était peut-être un petit peu plus standard. Fait que ça y a comme ressoufflé une nouvelle vie. Puis elle a fait la cote finalement pour le deuxième album. OK. Donc là, on est à 7, c'est ça? Exact. Unhappy Girl, que tu as nommé il n'y a pas longtemps, encore une fois. OK. Ouais, c'est ça. Comme
on dirait The Doors c'est souvent associé à Jim Morrison, tu sais, comme clairement. Mais souvent, ces bands-là, justement, t'oublies les autres, là, tu sais, ou t'as aucune idée c'est qui, là. Puis j'avais pas remarqué à quel point le clavieriste était crissement important dans ce band-là, là. Ouais, The Doors sont tous importants. Là, ouais. Dans ce tune-là, je trouvais que le clavier prenait plus de place. Sinon aussi, l'effet de delay sur la guitare aussi aide à l'ambiance de la chanson. Ouais. Puis sinon, t'as pas mal dit le reste là, par rapport à l'histoire. Là, mais je sais pas s'il parle d'une femme en particulier ou des femmes en général de cette époque-là. Puis aussi, je trouve qu'il chante de manière très nerd dans cette chanson-là. OK, dans son interprétation. Ouais. Cool, moi j'y vais 6 avec quand même une grosse tonne de The Doors que j'adore, là, mais qui est pas nécessairement dans mes préférés, mais c'est un classique total. Là. C'est Love Me Two Times, qui est une composition... numéro 6. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Ah, on se suit pas pire. Ouais, vraiment. Puis je suis... J'avais peur justement de la mettre 6 si j'étais fucké, genre. Mais finalement, moi, je me suis dit un peu la même chose, tu sais. Ouais, vu qu'elle est aussi crissement populaire sur les écoutes de streaming. C'est une grosse tune. Mais on dirait, je sais pas, elle vient moins me chercher que d'autres. Ouais, tu sais, elle est très blues rock aussi. Exact, fait qu'on dirait que ça... On est plus dans des sentiers battus un peu, malgré que sur une tune blues rock de même, t'as un solo de clavecin. C'est juste pour ça, c'est quand même cool d'associer le clavecin à du blues rock. Puis c'est très bon, là, ça marche au bout, étonnamment. Ouais, ça, j'ai dit que ça rendait ça fucking original, justement. Ouais, c'est ça. L'originalité de la tune, on dirait, elle se trouve là. Mais ça reste quand même full catchy. Ah, le gros riff en partant. Là. Ben oui, c'est un méchant riff. Toutes les punches, là, insistants, là. Cham, 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 love me two times. Puis le Love me two times, évocateur de. On peut le voir comme on veut un peu. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec les Doors, c'est que souvent, ils créditent leurs chansons comme The Doors, tu sais. Fait que c'est un peu comme si tout le monde avait participé aux compositions. Mais après ça, quand on s'informe, on se rend compte que certaines compositions, c'est plus un, c'est plus l'autre. Puis ça serait vraiment une composition de Robbie Krieger, qui est le guitariste, puis qui avait composé aussi justement Light My Fire. Puis il a composé des grosses tunes, là, Krieger, dans le groupe, même si c'est peut-être un des membres les plus effacés un petit peu. Là. Il était quand même low profile. T'essaies de verser ta bière subtilement. Hein? Ouais, ça peut marcher. Fait que, ouais, c'est vraiment bon, là. Ça... Puis le fait qu'il l'a écrit, ça n'a pas rapport avec son interprétation tant que ça, mais je trouve que ça paraît. Genre, je trouve que son jeu de guitare, je trouve qu'il pèse beaucoup sur les cordes, genre. Je trouve que les cordes, ils résonnent pour donner plus de vibrations, genre. Okay. Comme je trouve qu'il met beaucoup d'emphase sur les cordes qu'il joue. Donc, ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu ce détail-là, là, mais il faudrait le réécouter. Là, mais... Ouais, tu peux me dire spécifiquement. Là. Ouais. Puis sinon, Love Me Two Times, ça veut dire genre qu'on fasse l'amour avant que je parte, genre, parce que lui, il parlait de leur tournée. Mais en même temps, c'était le temps de la guerre du Vietnam, avant que les soldats partent, genre, finalement. Ouais, c'est ça. Tout ça est sur un fond de la guerre du Vietnam. Là. Faut pas oublier ça non plus. Cool, donc on se lancerait dans le top 5. Alright, fait que 5e position pour moi, une chanson que tu as nommée tantôt, c'est I Can See Your Face in My Mind, qui est mon numéro 5. C'est peut-être pas la chanson la plus marquante de l'album, mais si je l'ai mis haute de même, c'est parce que elle est venue me chercher sous différents aspects, là. Notamment, elle a vraiment une vibe là, smoky bar un peu. Puis on s'attend un peu, ça va être comme un genre de blues mineur dans un bar enfumé à 3h30, 4h du matin. Mais... Ouais, les rythmes avec les instruments différents. Là, ouais, tu disais les différentes couleurs d'instruments aussi, qui amenaient de la richesse à ça. Puis aussi, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette pièce-là, c'est son harmonie. Tu sais, à un moment donné, là, on pense que ça va être comme un genre de blues, mais là, finalement, ça va vraiment plus loin, là, avec des notes inattendues. Puis là, Jim Morrison va chercher vraiment des affaires intéressantes dans ses mélodies. Fait que ça, je trouve que ça lui a donné quand même une profondeur dont je m'attendais pas là, au début de la pièce. Fait que... puis j'adore cette vibe-là, qui est un moment un petit peu plus calme avant la finale de l'album. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis si élevé.
Ouais, les deux seules tunes qu'on a qui s'interchangent, en gros, là. Moi, c'est Moonlight Drive qui est cinquième. Ouais. Ah, toi, c'est ça, ton Ouais, ouais. c'est ça. Tu parlais tantôt que le claviériste, des fois, il joue le rôle de bassiste. Dans ce tune-là, on le sent. Genre, il répond entre les aigus puis les graves sur le clavier. Justement, le son très particulier et aigu de la guitare sur ce tune-là, je trouve. J'aime aussi comment il chante Moonlight Drive un peu plus sensuel. Là. C'est une personne aussi qui représentait beaucoup la sensualité et la sexualité dans son époque. Ouais, Là. on peut parler d'un sex symbole. Ouais, Là. c'est ça. Là. Puis sinon, le reste, t'as pas mal tout dit. Là, la création du band qui tourne un peu autour de cette chanson-là. Là. Ouais, c'est ça qui la rend un peu mythique à cause de ça aussi. Là. Cool, fait que top 4, on continue. On a le même top 4. On a les mêmes 4 mêmes tunes. Est-ce qu'ils vont être dans le même ordre? Peut-être. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Fait que moi, mon numéro 4, c'est... Je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette tune-là. Parce que je la connaissais pas. J'avais acheté la cassette, j'ai écouté ça dans mon auto. Je connaissais la première tune de l'album, qui est Strange Days. Mais là, quand je suis arrivé à la deuxième, qui est Your Lost Little Girl, Ouais, moi aussi. c'est ça ton 4, j'ai vraiment fait « Oh my God! » J'ai comme le feeling que ça va être très, très bon, cet album-là, là, tu sais, parce qu'elle me disait rien, puis je la trouvais vraiment trop bonne pour qu'elle me dise rien. Une autre pièce de Robbie Krieger, qui l'a composée, puis même Jim Morrison, il paraît au début, il hésitait un peu à la chanter parce que c'était un petit peu creepy, là, Your Lost Little Girl. Mais moi, je trouve qu'elle a l'air fragile dans la manière qu'il chante. Il y a vraiment... ouais. Il a pas l'air aussi confiant que les autres tunes. Ouais. Peut-être... Ah, ben peut-être que c'est par rapport à son hésitation. Ça a peut-être rapport. Puis peut-être ça a atténué le petit côté creepy aussi, qui hésite un peu parce qu'on dirait qu'il care pour de vrai aussi. Mais on dirait qu'il va casser dans sa voix par moment. Ouais. Ouais, il y a une genre de retenue. Puis évidemment, ben, tu sais, c'est la mélodie là, qui est tellement venue me chercher. Là. Puis il répète, tu sais, c'est ça se répète souvent. Là. Mais comme il y a comme une variation, une vibe un peu plus mystérieuse, puis un bout un peu plus happy dans la même chanson. Oui, c'est vrai, comme une section, ouais. Mais je pense que c'est le petit côté mystérieux, moi, qui est particulièrement venu me rejoindre. Là. Fait que c'était, c'est ça. Avec un nice solo aussi. Ouais. Vers 1 minute 45, un petit solo. Ouais, c'est Love at First Sight, là, cette tune là, j'ai tout de suite embarqué. Là. Puis ça a l'air que ça parlerait ça ferait peut-être référence à un poème qui s'appelle The Little Girl Lost de William Blake en 1794, vu qu'il aimait ce poète-là. Puis que ça parlerait de la difficulté de la transition de l'enfance vers l'âge adulte. C'est pour ça qu'il dit Lost Little Girl, comme que. Ah, t'es sait perdu. Pas comment agir, c'est ça, exact. Ouais. C'est pas la seule chanson de l'album qui parle un peu de ça, de la réalité de la vie adulte. Puis eux autres, ils étaient un peu dans... Ben, ils étaient un petit peu plus vieux, là, mais... Ils étaient quand même dans cette époque-là. Là. Ouais, c'est ça. Début vingtaine. Là. Ouais, c'est sûr, son début vingtaine, là, cette période-là. Cool. On sort dans le top 3? Ouais, voyons voir si on même ordre. Voyons voir. Ce serait quand même impressionnant, là, parce que là, on a 4 premières dans le même ordre, c'est rare en maudit que ça arrive. C'est quand même rare. Mais là, je sais pas, j'hésite un peu. Comparativement au dernier épisode, que genre on a switché notre premier puis notre dernier. Mais au moins, mon numéro 2, c'était ton numéro 1. Ouais. Au moins. On fait référence à l'épisode de Ecstasy, là, la semaine dernière. Donc, c'est peut-être là que ça va se jouer un peu. Mais mon numéro 3 de cet album-là, mais là, c'est tellement... Le top 3, il est comme... Il est fou, là. C'est juste des classiques de The Doors, là. J'y vais avec Strange Days. Moi aussi. Ah ouais! Oh, ça augure bien. C'est tellement bon, là. Ça n'a aucun sens, là. Avec le synth Moog, qui ça a l'air que c'était comme un nouveau produit, là, quelque chose que je pense que ça pourrait que ce soit la première fois qu'il s'est enregistré dans une chanson rock. Là, c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai lu aussi un peu par rapport à ça. Je me demandais si c'est vraiment l'utilisation du synth qui est comme une des premières dans l'histoire du rock, ou si c'est de la façon qu'ils l'ont utilisé, parce que ils l'ont mis sur la voix de Jim Morrison. C'est ça qui est assez particulier, là. Puis ça crée un effet dans sa voix. Puis je pense que c'est lui qui, justement, contrôlait cet effet-là avec le synth. Puis qui vient vraiment, justement, appuyer le propos de la chanson, là, de Strange Days. Fait que là, dans sa voix, il y a comme, si on porte attention, il y a comme un genre d'effet qui rend ça encore plus mystérieux, un peu plus bizarre. Fait que ça fit totalement avec ce propos-là. Là, je pensais que c'était les premières notes au début que c'était ça, mais non. Non, c'est ça. Moi, ce que j'ai compris, c'est... Quoi, au début, c'était un autre clavier. Ça doit être un genre d'orgue, là. Je pense que c'est ça. Puis,
Fun fact, là. Mais au début de la pandémie, là, en 2020, hein, à un moment donné, il parlait, tu sais, il fallait mettre des masques puis tout ça. Puis je me rappelle, j'avais vu sur Instagram, je sais plus quelle compagnie qui avait fait ça, mais c'était des masques, puis c'était juste écrit Strange Days dessus. Je trouvais que c'était comme, wow, c'est tellement parfait. Ouais, ils l'ont réutilisé parce que lui, il parlait pas de son époque quand il dit Strange Days. Il disait pas on est dans une époque étrange. Non, c'était plus. L'âge. Ah, au niveau de Moi, c'est l'âge? même, je le Ah, vois. ok. Moi, je l'ai. Strange Days, c'est genre le jeune adulte, là. C'est des jours Ah, c'est une étranges. période Ouais, étrange. c'est ça, exact. Ah, ok, ok. Ok, moi, j'avais comme perçu un peu que, dans le propos général de la tune, c'était un peu que, tu sais, l'étrangeté peut se trouver un peu partout. Genre, que, tu sais, personne n'est à l'abri. Tu sais, des fois, on est confortable, puis on pense que c'est juste à l'extérieur de nous, mais que non, ça peut nous arriver aussi. Puis je trouvais que c'était avec la pandémie aussi, tu sais, c'était comme, c'était des strange days, là, surtout au début, là. Fait que... Par rapport à mon point, justement, des paroles qui pourraient aider mon point, à un moment donné, il dit They're going to destroy our casual joys. Puis moi, dans ma tête, à moi, c'est l'âge adulte. Tu sais, quand t'es ado ou genre enfant, t'as pas moins de responsabilités sur tu vis tes joies de la manière que tu veux, mais là t'as certaines affaires qui t'empêchent ou qui te. Ouais. Tu dois passer par-dessus. Puis ça marche aussi comme interprétation de t'es dans un confort, puis là, ça marchera plus, tu sais. Fait que, ben, c'est ça. Comme on disait, c'est un bon poète, hein. Fait que ça peut évoquer. On disait ça ou. Moi, je disais ça. Puis, tu sais, c'est un thème qui revient aussi, là, l'étrangeté sur l'album, là. People are strange, Strange Days, Your Lost Little Girl. Tu sais, il y a tout. C'est pas un album concept, Ouais, mais c'est vraiment. Ouais, comme comment je pourrais dire ça? L'instabilité un peu, là. Exact. Qui se reflète bien dans la musique psychédélique aussi, là. Fait que, tu sais, tout ça se tient vraiment bien, là. Puis à un moment donné, ouais, vas-y. Non, j'allais juste faire une petite citation de Strange Days have found us. Puis à un moment donné, il part un esti de cri, là, puis le drum embarque, là. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Ça, c'est malade, là, aussi. Là. Jam. L'autre section là, qui rentre plus au poste, là. Exact. C'est vraiment, vraiment. Beaucoup de une bonne reverb tune. aussi dans leur guitare. Ouais, ce qui crée justement l'atmosphère. Puis, Cool, ben on y va-tu pour le numéro 2? Ouais. J'ai l'impression qu'on va. Je pense qu'on va être quand même pas pire, là. Fait qu'on a le même top 4, dans le fond, probablement. Il y a juste Moonlight Drive puis I Can See Your Face in My Mind qu'on n'est pas dans le même. Qui a un petit écart, Ouais, c'est ça. un peu. Fait que moi, numéro 2, c'est People Are Ouais, Strange. moi aussi. Ouais, c'est ça. Nice. C'est le premier single de l'album. Un classique. Vraiment classique, là. Classique immédiat Plus aussi, là. classique que notre numéro 1. Ouais. C'est pas le même format, là, Parce tu que c'est sais. plus facile à mettre n'importe où, là, dans une pub ou whatever. Là, Ouais, dans une soirée. C'est un hit, là. Puis je pense aussi qu'ils l'ont perçu de même aussi, là. Dès les premiers moments de la composition de ce tune-là, ils ont tout de suite fait genre, OK, wow, on tient quelque chose, là. Tu sais, c'est composé par Robbie Krieger aussi et Morrison. C'est comme une collaboration, cette pièce-là. Puis ça a été le premier single de l'album, Obviously, là. Puis, tu sais, on parlait tantôt justement là, de l'influence un peu, tu sais, du cirque, puis des cabarets européens, tout ça. Je trouve que dans cette pièce-là, on sent beaucoup là, l'influence un peu. Tantôt, je parlais de Kurt Vile, puis tout ça, puis tu me parlais du cover qu'ils ont fait dans le premier album. Je trouve que... À chaque fois, on dirait que tu parles de Kurt Vile comme l'artiste de nos jours. Ah, c'est vrai, hein? Il y en a un qui... Ouais, C'est-tu le même nom? Ben, ça s'écrit pas pareil. Ok, c'est c'est Kurt. Ça, je pense que ça marche, mais c'est W-E-I-L-L. Lui, je pense. c'est juste VILE. Là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, c'est peut-être une référence. Ah, ça se C'est pourrait. peut-être son nom d'artiste qui est une référence à Kurt Weill, le compositeur allemand. Peut-être. Fait que c'est ça, une pièce complètement irrésistible de The Doors. Là. Au début, c'est super simple, voix git. Là. Il y a une petite nostalgie déjà. Là. Puis quand ils arrêtent tout ensemble, là, il y a des bouts que tous les instruments arrêtent d'une shot puis ils repartent là, sur la même note. Là. Puis le jeu de piano, je le trouve très enfantin, mais je trouve que ça rend ça universel. Ce qui fait des fois qu'une chanson va être aussi un gros hit, c'est que c'est simple, justement. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Puis je pense que ça fait partie de ça. Genre. Ouais. Oui, il y a une simplicité. La mélodie est super. Comme on se demande si on l'a pas déjà entendu avant, là, tellement qu'elle est comme familière. Là. C'est vraiment beau. Ça a l'air que ça a été
écrit dans une période qui commençait à aller moins bien, il commençait à être depressed dans sa vie. Ouais, il y a une histoire un peu, une histoire d'une marche qu'ils ont prise quelque Ouais, part. exact, dans le puis- canyon, je sais pas trop. Ouais, hein. parce que Ça Morrison, y il est, ça y est filait venu de pas. même, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis c'est une chanson sur l'aliénation un peu. Puis c'était très populaire. 12e au Billboard. Ah ouais, quand même. Hein. Puis il y a des paroles que j'ai trouvé quand même nice. Streets are uneven when you're down. So, ouais. C'est comme. Ouais, c'est ça. C'est aussi fort qu'un classique des Beatles, là, pour moi, cette pièce-là. Là. Tu sais, Ouais, c'est je suis vraiment d'accord. comme. On est dans cet ordre-là. Là. Ça peut peut-être être relié à la drogue aussi. Bon, ça, People are vu qu'il a strange. été reconnu comme. Ça a été un problème, quelque chose de compliqué pour lui. Là. Jim Morrison faisait de la drogue? Pas sûr, là. Pendant la chanson-là, ouais. Pendant ce tournoi-là, il s'est dit on va essayer de quoi? Jamais arrêté depuis. Fait que, ben, c'est cool. On a, wow, le même top 4 quand même. C'est hot. Ouais, ben la première. Ouais, il n'y a pas. Ouais, je sais pas, on dirait que c'est un choix facile pour moi. Là. Moi aussi, là, Comme- c'était évident. C'est comme trop épique. Exact. Puis c'est arrivé qu'on a fait des albums que la tune épique, on la prenait pas première. Mais, C'est vrai. mais Je pense dans à Massive Attack, mettons. mais dans un album comme celui-là, on dirait que c'est tellement bizarre. Comme c'est toutes des tunes d'à peu près 2 minutes et demie, puis tout d'un coup, t'as genre un truc de 11 minutes, nowhere. C'est vrai. Puis dans l'autre d'avant, il y a The End qui finit l'album. C'est un peu le The End de cet album-là. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont comme un peu calqué la. Puis en plus, même un peu. Pas le même sujet parfaitement, mais presque. Tu sais, When the Music's Over, The End. Ah ouais, que tu as une finalité. C'est comme, ouais, c'est ça. Les deux finissent l'album, puis ont un sujet qui rapporte avec la fin. Ouais, t'as raison. Puis même, j'irais encore un peu plus loin que ça. Tu sais, dans When the Music's Over, à un moment donné, il dit Until Ouais, il dit the beaucoup de choses. end. Puis ça fait référence à la Ouais, mélodie c'est de The End, justement. Fait qu'il y a quelque chose là. Pour moi, cette pièce-là, en fait, c'est plus qu'une pièce de musique. Là. C'est comme une cérémonie psychédélique. Puis là, genre, Jim Morrison, c'est le maître de la cérémonie. Fait Moi, que c'est ça lui qui me fait aimer le band. ouais. C'est le genre de chanson-là qui fait que j'aime The Doors. Ouais, moi aussi, là, totalement. Là. Puis on le suit. Là. Il est quasiment comme un preacher psychédélique. Puis là, t'sais, il nous décrit des affaires qui vont se passer dans le Sound of the Butterfly. Il nous présente ça. C'est comme c'est lui le boss. Puis là, nous autres, on l'écoute. Là, on se laisse emporter. Les instruments ont tellement d'espace, comme ils laissent le temps. Ouais, ça reste Comme on dirait presque que c'est pas improvisé, mais presque, tu sais. Ouais, ben il y a de l'improvisation là-dedans. Ils nous le font pas sentir, genre, mais comme. Mais first, c'est jammy un peu, là, comme. Ouais, c'est beat. full jammy, là. C'est Puis- inspiré de Herbie Hancock, Watermelon Man, Ah, ok. paraît, ouais. Puis en même temps, c'est ça, par rapport aux paroles, on dirait qu'il va tellement dans différentes directions que t'as l'impression qu'il suivait un peu son instinct, tu sais. Ouais, c'est ça, le moment présent, là. Tu sais, j'aurais été curieux de voir ça live. Genre, je sais pas comment ça allait. On checkera tantôt, on essaie de Ok. trouver une performance live Ah, ouais. de ça. Parce que je suis sûr, moi, j'ai le souvenir d'en avoir déjà vu, là. Parce que justement, par rapport au live, le drummer Densmore, son nom. Ouais, John Densmore. On les a tous nommés sauf lui, fait que c'est le fun Ah, qu'on c'est puisse ça, au moins la dernière chanson. le mentionner. Il dit après l'avoir joué en 1970 à Isle of Wight, je le prononce mal, là, mais ISLE of Wight, WIGHT. OK. Il dit que avant de partir cette tune-là, il faut qu'il prenne une grande respiration parce qu'il sait qu'il va partir dans une trip. Là, genre comme, il dit que c'est vraiment dur à jouer. Là. Ouais, I guess qu'il fallait être comme super attentif de qu'est-ce qui allait se passer. Ouais, parce que ça doit pas toujours être pareil. J'ai Puis en même temps, l'impression. c'est quand même 11 minutes d'une shot. Là, Ouais, c'est ça. Quand ça part, ben, c'est le long trip, là. Ouais. Mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la musique psychédélique, When the Music's Over. Là, si tu veux vraiment vivre une expérience de cette époque-là. T'sais, là. pis c'est pas nécessairement du prog parce que ça suit la même lancée tout le long. Ouais. Ils s'en vont pas nécessairement ailleurs. Uh-huh. Comme, ils gardent quand même... Ils vont dans différentes intensités, mais tu gardes la même vibe quand même tout le long. Ouais, c'est ça. Il y a comme un peu comme une trame de fond qui reste. Puis on tombe Ouais, pas c'est dans comme, des affaires des non petites plus. vagues, là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais tu... Ouais, Ouais, puis on tombe pas comme dans des concepts super intellectuels comme dans le prog. non, ou- vraiment pas. C'est pas ça, là. C'est comme c'est une vibe, là. Vraiment. Plus physique
qu'intellectuel, justement. Ouais. Un trip d'acide, là, quelque part, on pourrait faire un parallèle avec ça, là. C'est hot aussi quand il dit un peu un hommage à la musique aussi, là. Music is your only friend until the end. Ça, c'est hot, là. Puis, il y a le fameux We want the world and we want it now. Tu sais, cette époque-là aussi, là. Puis aussi, je pense qu'il dit genre now, là, vraiment Ouais, comme. now? Vraiment bizarre. Puis là, après ça part, là. C'est tellement fou, là. Puis on dirait, c'est ça, on peut faire un lien aussi avec la jeunesse là, de la fin des années 60 qui se rassemble, tu sais, sûrement contre la guerre du Vietnam, le mouvement Peace and Love, tu sais, on veut se réapproprier le monde, puis on le veut maintenant parce que ça urge quelque part, là, tu sais. Puis on dirait qu'il le dit pas explicitement, mais on dirait qu'on peut lire ça un petit peu entre les lignes, ou on peut l'interpréter peut-être, c'est un poète. Fait qu'on interprète ces mots comme on veut peut-être bien les entendre aussi. Puis à travers ça, il y a peut-être des messages anti-religion, comme on dit cancel my subscription to the resurrection, send my credentials to the house of detention, ce serait comme l'enfer, entre guillemets. I got some friends inside, so il est déjà prêt à y aller. Là. Mais c'est bon ce que tu dis, il y a un autre bout aussi qui écrit Save us, tu sais, au bout de sa gorge, là. Puis après ça, Jesus, mais tu sais, c'est vraiment ironique, là. C'est ça, exact. Venez nous sauver, Jésus, là, dans un bordel psychédélique, là. On comprend le deuxième degré, là, tu sais. Fait que, ouais, moi, je pense que je me tannerai jamais de cette tune-là. Je trouve ça fucking C'est 11 minutes, puis c'est même pas si long. Comme notre attention est toujours captée. Le solo de guitare, fallait que je mentionne le solo de guitare complètement psychédélique, là. Ça donne l'impression qu'il y en a même plus qu'un en même temps, là. Ça, c'est vraiment un grand moment là, de Robbie Krieger, là. Ce solo-là, là, j'ai juste écrit « Wow! » Malheureusement, on dirait que son nom, je l'ai plus jamais fait comme on dit, ça fait la première fois que j'entends son nom en faisant comme l'exercice pour le podcast. Je trouve ça décevant. Je trouve ça triste. C'est un peu triste parce que j'ai l'impression, tu sais, Jim Morrison, il avait tellement une présence de fou. Puis après ça, t'avais Ray Manzarek, le keyboardiste aussi, qui là, c'est les deux membres qui sont décédés. Mais Ray Manzarek, il était très aussi, comment je peux dire, spécial, extraverti, puis il parlait beaucoup. Puis tu sais, quand Jim Morrison est mort, ben, il s'est fait un petit peu comme le porte-parole de Doors. Puis là, c'est lui qui comptait les histoires. Puis tu sais, puis là, maintenant que lui est décédé, ben là, il reste John Densmore puis Robbie Krieger. Puis tu sais, eux autres sont quand même plus des personnalités low profile un peu. Mais c'est full intéressant. À chaque fois que je tombe sur une entrevue avec Robbie Krieger, là, c'est du bonbon. Là. Il y a tellement de choses intéressantes à dire, mais il est de nature plus introverti. Puis il a pas reparti de nouveaux projets par après. Pas, ben, je pense qu'il fait... Là, je vois ces temps-ci, là, je le suis sur Instagram, je vois que il fait un peu des shows au Whisky à Gogo ces temps-ci. Puis je pense qu'il jamme, puis il doit faire des tunes de Doors un peu. Mais tu sais, ça reste comme très local. Puis ça, mais il n'est jamais reparti un gros affaire après. Ben, tu sais, ils ont essayé de Doors un peu après, puis ça avait mais pas comme. Mais mettons un projet solo. Si oui, j'en ai pas entendu parler. Mais j'étais tombé, là, je pense que c'était sur YouTube ou Facebook, je suis plus trop sûr. C'était une entrevue de Musique Plus, puis c'était Anne-Marie Winton-Shaw qui l'interviewait. Puis c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant comme entrevue. Puis elle connaissait vraiment bien son The Doors, puis elle posait des questions ultra pertinentes. Puis lui, il répondait bien, puis il était super chill, il était généreux au bout. En tout cas, il faudrait que je retrouve ça, mais c'était vraiment une super entrevue. Puis, il reste actif, là, John Densmore aussi, je le suis sur les réseaux sociaux. Puis des fois, il y a, je sais pas, des jeunes musiciens là, qui jouent du drum, mettons, puis qui font un cover de The Doors. Puis lui, il reposte ça, puis il a l'air comme super fier que la jeune génération s'intéresse. Puis tu sais, ça revient, là, tu sais, TikTok, tout ça, là, des musiciens qui reprennent The Doors. Ben oui, c'est ça, je t'amène un peu, là. On est en train d'écouter l'album juste avant, je me trompe pas. Juste de finir, ouais, c'est ça, exact. Puis là, un de mes amis m'envoie un TikTok, puis c'est genre un gars au clavier. Il y a genre 2 claviers, un à côté de l'autre, là. Genre, il y en a un clavier sur sa main droite, puis un autre sur sa main gauche. Ray Manzarek, justement. Ouais, puis il joue genre Light My Fire, là, puis j'étais comme, ouais, ça n'a pas rapport. Là, mais ouais, la coïncidence, c'était pas pire, là. Puis genre, derrière le gars, il y a comme les pochettes de Strange Days, puis l'album éponyme, puis un autre que je sais pas trop, là, mais ouais. Ouais, ça a tombé tout de suite à la fin de l'écoute. Bizarre, Chris. Ouais. Fait que The Doors sont encore là. Ouais. Sûrement pour un bon bout encore, là. Donc, la note, je pense que toi, ça va être plus haut que moi, là. Ouais, ben moi, c'est très haut. Ouais, ça là. ferait du sens. Ouais, c'est un gros 9 pour moi, là. Tu vois, moi, on dirait... Je trouve ça excellent, mais on dirait que je pogne rien. Genre, comme...
On dirait je vis pas assez d'émotions, genre. Tu veux dire dans... Dans mon écoute. Genre, ok. on dirait, je trouve ça bon, mais je vis pas assez de quoi. Ça, je peux pas comme mettre ça trop haut. Puis on dirait que je vais mettre un 8 à cause de ça. OK. Vu que je trouve que c'est fait. Dans qu'est-ce qu'ils font, c'est comme fait, ça coche, mais je ressens pas vraiment beaucoup de choses. Genre. Fait que t'apprécies, mais ça vient pas comme dans Me une chercher tant que zone ça, que non, tu c'est pourrais te Comme retrouver. physiquement, il y a rien qui se passe tant que ça. OK. Ouais. OK, intéressant. Tu disais ça aussi peut-être un peu avec Pink Floyd, hein? Dark Side of the Moon. Ouais, ça fait longtemps, je sais pas, j'ai dit ça se pourrait. Il me semble que tu... Non, mais non, Dark Side of the Moon, il y a des chansons qui me. Plus? Us and Them, ça me pogne à Chris. OK. Fait que non, plus non. Pink Floyd que The Doors, un peu? Ouais, clairement. Ouais, OK. Moi, ça rentre dans mes top bands, là, les deux. Là. Plus Non. que... Pink Floyd, Led Zeppelin, ben devant The Doors. Ouais. Ah ouais. Moi, tu vois, mettons, j'aime beaucoup Led Zepp, mais c'est The Doors, Pink Floyd avant Led Zepp pour moi. Ok. Mais bon, on parle de la crème. Ouais, c'est rendu là, il n'y a pas d'argument. Non. Là, le prochain, c'est toute une affaire. Là. On en a sûrement déjà parlé un petit peu à travers les épisodes, mais là, on peut l'annoncer officiellement. Fait que je te laisse la parole pour ça. Ouais, c'est ça. On va aller dans les classiques de personnes qui parlent des médias qui parlent de musique. Puis on va y aller avec notre top 10 de chacun. Là, c'est ça qui arrive. C'est que là, normalement, on prend le même album, puis là, on parle des chansons, mais là, on suit la même chose. Mais là, vu que ça va être notre top 10, sans qu'on s'en parle... Top 10 des albums. Ouais, de nos meilleurs albums de l'année. Là, Exact. ouais, c'est là, faut être clair que c'est pas comme couler dans le béton. Là. On se calme les nerfs. Là. Comme moi, c'est pas ma job là, d'écouter tous les albums qui ont joué cette année. Là, donc, On n'a pas écouté tous les albums de 2023. donc c'est comme un au feeling, là, genre les ceux qui nous ont marqués les au coups de courant cœur. l'année. Tu sais. Exact, ouais. Donc, on va quand même les classer, mais ça aussi, on est d'accord que faut pas prendre ça trop sérieux. Ben, c'est là, comme on fait un peu aussi avec Ouais, les c'est ça, chansons, donc, là. Faut en c'est prendre quand même nos plaisir. 10 meilleurs. Là. Sur même le 10e va être insane. Là. Si t'es dans les 10, c'est qu'il est venu nous rejoindre là, d'une Ouais, quelconque c'est façon. ça. Là. Donc là, ouais, c'est ça. Ça, c'est la semaine prochaine, on va présenter ça. Moi, j'ai vraiment hâte d'enregistrer ça. Puis on va essayer d'enregistrer ça le plus dernière minute possible pour pas manquer rien. Peut-être que ça va rien servir, mais... Non, on prend pas de chance. Là. Comme ça, on va enregistrer ça. Ça va être l'épisode qu'on va avoir enregistré puis qui va sortir le plus proche. Là. Il va y avoir eu moins de distance entre le moment de l'enregistrement puis la sortie de l'épisode. Ouais. Fait qu'on se laisse une chance de voir si on va avoir des belles surprises en décembre. Puis j'ai déjà mes 10 albums. Ça peut, comme je vous dis, ça peut encore changer, mais j'ai essayé d'y aller. J'ai 2 artistes très, très, très connus. Tout est relatif. Mais le reste, j'ai essayé d'y aller un petit peu à côté de la track. Juste comme pour... on est là pour ça aussi. Là, Ouais, puis, tu sais, dans toi, notre podcast, t'écoutes tellement de musique. on puis fait de bands, découvrir beaucoup de trucs. Pour moi, c'était une occasion de peut-être sortir un peu de l'horizon puis de faire découvrir des affaires différentes. Oui, puis je pense que ça vaut vraiment la peine parce que Marc-André, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de bands qui sont pas nécessairement connus puis tout ça. Il va Ça avoir, vaut- je suis il sûr va qu'il avoir peut faire des suggestions. un album métal que je vous laisse, c'était important pour moi. Il va avoir un album québécois, pour moi, c'est important pour moi. Le reste, ça va aller dans toutes les directions. Là. Cool, ben j'ai bien hâte Toi, d'entendre ça. as-tu quelques indices? Ben, moi, il y a un album métal, c'est sûr. Peut-être plus, je sais pas encore. Il y a un album québécois, c'est sûr. Il va y avoir des choses aussi, des choses qui assez grand public, mais des choses aussi plus pointues. Là. Ok. Ça va aller un petit peu comme toi. Je pense que ça va aller dans Mais différentes... toi, tu m'avais dit grand public, ça pourrait moitié-moitié. Hein. C'est ça. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu moins d'underground que toi, d'après moi. Là. Ok. Ben, je connais pas ton top, mais j'ai un petit peu ce feeling-là. Parfait. Mais on va espérer que vous faites des nice découvertes à travers ça. Puis tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Parce que moi, à la fin de chaque année, je fais une petite rétrospective. Ben, j'avais pas de podcast avant, mais tu sais, je les faisais quand même pour moi. Puis tu sais, ça arrive tout le temps qu'à un moment donné, genre 2 ans après, tu tombes en amour avec un artiste. Ouais, puis on le Puis là, dira tu dis pas. en là. 2023, son disque était fou, mais je le connaissais pas en 2023. Mais moi, il y a des albums. Moi, il y a un album qui est sorti en 2022 que je suis comme, j'aurais aimé ça. Oui, de le mettre dans ton top 2022. Genre, fait que c'est sûr que ça, non, ça va arriver. j'aurais aimé ça le mettre dans mon top cette année. Ah, mais tu peux pas parce qu'il est sorti Ouais, genre. ouais, non, mais même s'il est sorti genre en plein milieu de l'année 2022, je suis comme.
quand j'ai checké l'album, quand il est sorti l'année passée, je suis comme Fuck, je peux pas le mettre dans mon top. Ouais, je sais c'est quoi c'est ce un album feeling-là. de Mon Doux Seigneur là, qui est rendu mon band québécois préféré. Ouais, on là. parlait de musique québécoise, ouais. C'est en 2022 que ça a sorti. Ouais, exact. En espérant qu'il en sorte un autre en 2024 qui soit aussi bon, que tu puisses le mettre dans ton top. Maintenant que tu connais, tu manqueras pas. Donc, ça va être notre top 10 des meilleurs albums de 2023.